Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une pièce assez incroyable de 1862. C'est Le Fils de Giboyer d'Émile Augier. Et accrochez-vous bien, parce que c'est une histoire pleine d'ascension sociale, d'intrigues politiques et bien sûr d'identité cachée. On est donc dans un drame français classique, on pourrait dire. Mais attention, c'est pas juste du théâtre de salon. Derrière les dialogues qui fusent, qui sont hyper vifs, il y a une critique sociale vraiment acérée. Sur le papier, ça se présente comme une comédie de mœurs, mais en réalité, ça pose des questions profondes sur ce que sont l'honneur et la société. Et en fait, tout part de cette question, une question centrale. C'est le dilemme qui va lancer toute l'histoire et qui nous accroche direct. Comment on fait pour que son nom ne disparaisse pas quand on est le tout dernier de sa lignée ? C'est une sacrée angoisse, non ? Bon, alors, allons-y. Entrons dans le vif du sujet. Et pour ça, il faut rencontrer le cerveau de toute l'opération, l'astucieux Marquis d'Auberive. Et vous allez voir, son plan pour sauver sa famille est, disons, assez machiavélique. Alors, le marquis, qui est-il ? Eh bien, c'est le portrait craché de l'aristocratie sur le déclin. Il est vieillissant, il est malade, et il n'a qu'une seule, unique obsession, sauver son nom. Le nom des d'Auberive. Tout le reste, franchement, c'est secondaire. Et c'est cette obsession, justement, qui va le pousser à absolument tout risquer. Et alors, quelle est sa solution ? Eh bien, oubliez le remariage, c'est beaucoup trop simple, beaucoup trop prévisible pour lui. Non. Il a imaginé une combine, une vraie manigance pour avoir un héritier, mais par procuration. C'est une idée à la fois brillante et, il faut le dire, complètement tordue. Ce qui est vraiment fascinant avec ce personnage, c'est qu'il voit la vie comme une immense partie d'échecs. Et tout le monde autour de lui, ce ne sont que des pions. Des pions sur son échiquier personnel, qu'il déplace comme il veut. Alors, regardons d'un peu plus près qui sont ses pièces maîtresses. Premier pion, et pas des moindres, Monsieur Maréchal. Lui, c'est l'archétype du bourgeois triomphant, un industriel richissime, un ancien libéral qui a, disons, retourné sa veste pour se coller à l'élite conservatrice. Son ambition est sans limite, il veut du statut, de la gloire, bref, c'est le pion parfait pour le marquis. Deuxième pièce sur l'échiquier, le comte d'Outreville. Alors lui, c'est le cousin pauvre mais noble du marquis. Il est pieux, il a été couvé toute sa vie, et surtout, il est d'une naïveté désarmante. C'est, en somme, l'instrument idéal pour la manœuvre du marquis. Et cette citation, elle est terrible, mais elle illustre parfaitement notre dernier joueur clé, Giboyer. Lui, c'est vraiment le symbole de l'intellectuel désabusé, cynique de cette époque. C'est un écrivain avec un talent fou, féroce même, mais la pauvreté l'a brisé et l'a transformé en mercenaire de la plume. Bon, les pièces sont en place. Passons maintenant à la première phase du plan du marquis. Un mariage. Mais attention, pas n'importe lequel. Un mariage arrangé, calculé au millimètre près. Et c'est là, évidemment, que les destins vont commencer à s'en mêler et que tout va se compliquer. Alors voilà le plan, décomposé. C'est super simple en fait. Étape 1, on marie son héritier, le fameux comte, avec la riche fille de maréchal. Étape 2, on oblige le comte à rajouter d'Auberive à son nom. Et étape 3, le bouquet final, les enfants hériteront du nom et de la fortune. Sur le papier, c'est un coup de maître. Sur le papier. Mais évidemment, comme dans toutes les grandes histoires, rien ne se passe comme prévu. Le marquis, dans son grand plan, a tout calculé. Tout, sauf une chose, le facteur humain, l'imprévisible. Et ces calculs froids, ils vont se prendre en pleine face les émotions, les principes de ceux qu'il essaye de manipuler. Et attention, parce que le marquis, il ne se contente pas de jouer les marieurs. Oh non, son ambition est bien plus grande que ça. En fait, il tire les ficelles de tout le paysage politique. Son but, servir les intérêts de son parti, le Parti conservateur, et au passage, bien sûr, les siens. Et là, on touche au cœur du problème, l'hypocrisie. Une hypocrisie totale. D'un côté, on a Maréchal qui se pavane et récolte la gloire pour des discours qu'il n'a même pas écrits. Et de l'autre, on a Giboyer qui les rédige dans l'ombre. L'un est la marionnette, l'autre est la plume. C'est une immense supercherie. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est comment le marquis fait-il pour tenir un type aussi brillant, aussi cynique que Giboyer ? Comment il le contrôle ? Il doit forcément avoir quelque chose sur lui, un moyen de pression énorme. Et la réponse, c'est un secret. Un secret que le marquis a déniché. Giboyer a un fils caché, illégitime. Et le coup de théâtre, c'est que ce fils, eh bien ce n'est autre que Maximilien, le secrétaire de Maréchal. Là, le piège vient de se refermer brutalement. Et là, on comprend la logique terrible de Giboyer. Pourquoi il ne reconnaît pas son fils ? C'est pour le protéger. Pour le protéger de sa propre réputation, qui est exécrable. C'est un sacrifice immense, mais c'est aussi ce qui le livre, pieds et poings liés, au marquis. Alors, à ce stade, on se dit que le plan du marquis est absolument parfait, imparable.
Sauf que, il y a un grain de sable. Un homme, un seul qui refuse de jouer le jeu, qui refuse de se plier aux règles cyniques de cette société. Maximilien, le fils de Giboyer. Lui, Maximilien, il est d'un autre monde. Ses valeurs, c'est l'honneur, l'intégrité, l'indépendance. Tout le contraire de ce jeu de manipulation et d'hypocrisie. Et forcément, ça crée un conflit frontal. C'est lui le vrai grain de sable qui va faire grincer toute la belle mécanique du marquis. Et que fait-il? Eh bien, dégoûté par toute cette hypocrisie, il démissionne. Il choisit la pauvreté plutôt que de se compromettre. C'est un geste fort qui le place à part de tous les autres personnages. Il préfère la misère au déshonneur. C'est un choix radical, surtout dans ce milieu-là. Et ce geste, cet acte d'intégrité pure, il va avoir un effet inattendu, un véritable électrochoc sur Fernande. En voyant ça, elle réalise à quel point elle est seule, elle aussi, dans cette maison pleine d'ambition. Elle regrette son mépris, elle s'excuse, et tout d'un coup, on découvre l'humanité qu'elle cachait sous sa carapace. Et au final, la pièce nous laisse avec cette grande question qui résonne encore aujourd'hui. Dans un monde de combines secrètes, d'ambitions calculées, où est-ce qu'elle se trouve, la vraie noblesse? Est-ce que c'est dans un nom, dans un titre, ou est-ce que c'est plutôt dans le sacrifice et l'intégrité? C'est une question qui, je pense, n'a pas pris une ride.